1983, une guerre civile démarre au Soudan, qui est alors à l'époque un seul et même pays, qui oppose du coup le gouvernement soudanais contre des mouvements d'opposition qui désirent notamment l'autonomie et la libération d'une partie du pays. Et dans ce mouvement-là naît du coup le mouvement de libération populaire du Soudan, qui est un mouvement de libération et une armée de libération en même temps, et qui s'installe progressivement dans une grande partie du pays, donc au Soudan, donc l'actuel Soudan du Sud, donc au sud du Soudan. Et après en fait la prise de plusieurs donc, territoires à la fois ruraux et de villes principales dans le sud du Soudan, installent et ont la possibilité d'installer leur propre administration. Et notamment dans la région que j'ai étudiée dans le cadre de ma thèse, en Équatorie occidentale, il n'y a plus aucun combat avec le gouvernement, les forces du gouvernement soudanais dès les années 90, ce qui permet au mouvement de libération d'installer sa propre administration, qui va prendre la forme au départ d'une sorte de gouvernance très militarisée où il y a peu d'institutions, mais finalement l'armée de libération va pouvoir mettre en place ses propres régulations, notamment mettre en place toute une économie de guerre. Et en fait, l'ensemble des populations présentes dans ces territoires vont être mises à contribution, à la fois avec un effort agricole coordonné pour envoyer des vivres sur le front, mais aussi une contribution en nature ou en monnaie, et à la fois avec aussi des larges mouvements de conscription qui du coup s'organisent au départ entre l'armée de libération et les autorités dites traditionnelles, qui sont en fait les premières autorités au niveau l'échelle du Boma, qui avait été mise en place au départ par l'autorité britannique au temps du mandat britannique en temps de colonisation. Après coup, dès les années 90, c'est-à-dire en 94, après la première convention du mouvement de libération, ils vont entamer une période de transformation des administrations rebelles pour essayer de civiliser, au sens de rendre civil et non militaire le mouvement. Et donc mettre en place toute une sorte d'administration ad hoc qui va en fait essayer de faire l'intermédiaire entre au départ ces autorités cheffières traditionnelles et l'armée de libération. Donc vont être établis différents niveaux d'intermédiaires qui sont en fait toutes, qui sont les figures qui occupent ces positions sont toutes issues du mouvement de libération, ont presque toutes un passé militaire et donc vont essayer de faire le lien entre l'armée de libération, les populations. Et donc vont être mis en place quelques régulations, mais finalement quand on regarde sur toute la période, donc du coup la guerre qui commence en 83, on va dire en 90 il y a les premières administrations et en 2005 le premier accord de paix qui est signé, on voit que sur cette décennie, il n'y a pas eu forcément d'innovation en termes de régulation, il y a eu très peu de nouvelles lois ou régulations locales établies, mais plus en fait une adaptation du mouvement de libération aux régulations locales existantes, en ajoutant en fait simplement des sortes de lois d'exception vis-à-vis de la contribution ou de l'économie de guerre. Donc, au cours de la guerre, qui est une guerre, je rappelle, très longue, donc qui va durer plus de 2 décennies, il y a certaines régions qui vont très vite se retrouver un peu plus préservées des combats et qui vont être plus éloignées de la ligne de front et qui vont devenir en fait des régions dites ressources ou refuges pour les mouvements d'opposition et notamment le mouvement de libération populaire du Soudan. Et donc notamment la région d'Équatorie occidentale va devenir à la fois une réserve par rapport en termes de main-d'œuvre, mais surtout de contribution des produits agricoles, comme c'est une des régions agricoles les plus productives du Soudan à cette époque. C'est aussi dans ces régions-là que vont affluer énormément de déplacés internes, déplacés notamment en raison des conflits qui opposent le gouvernement et le mouvement de libération. Sauf que dans les années 90, ces mouvements de déplacés internes vont s'intensifier, notamment parce qu'il y a une scission du mouvement armé de libération en différents groupes armés qui vont s'affronter et qui vont notamment donner lieu à un exode massif de la région de Bor, qui est située à l'est, sud-est du Soudan, et qui vont se retrouver à trouver refuge dans la région d'Équatorie occidentale. Sauf que n'arrive à ce moment-là pas seulement un afflux massif de réfugiés, mais aussi le bétail que ces populations-là détenaient dans leur région d'origine, mais qui va se greffer à un bétail, là encore, qui va en fait être amené par ces populations réfugiées, mais qui appartient aux commandants et aux officiers de haut rang de l'armée de libération. Donc c'est à la fois le bétail qu'ils détenaient avant la guerre, mais c'est aussi tout le bétail qu'ils vont rasier et voler, piller pendant ces décennies de guerre. Donc en fait, arrive dans les années 90 un afflux de réfugiés avec de nouvelles arrivées de bétail qui vont
contribuait à transformer en fait les migrations usuelles, c'est-à-dire que les Équatoriaux occidentales avaient l'habitude de recevoir des mouvements saisonniers de bétail. Or, à partir des années 90 et dans la guerre, va se transformer cette migration qui était au départ une migration saisonnière et on va dire à faible intensité en termes de volume, à une migration massive et continue. Donc on ne parle plus de flux de migration de bétail saisonnier, mais là on parle de occupation des terres et une occupation en fait permanente de terres agricoles par du bétail. Et là, en fait, vont émerger de nouveaux conflits fonciers qui n'existaient pas auparavant, c'est-à-dire que les conflits fonciers qui opposaient les agriculteurs aux éleveurs qui étaient courants, c'est-à-dire parce que sur les droits d'usage ou un couloir de bétail qui passe un peu trop près d'un champ, etc., vont se transformer en des conflits continus qui vont aussi naître pas seulement en cas de destruction de cultures agricoles, mais aussi de refus d'accès de forêts, d'espaces vivriers dont les populations locales dépendaient. Parce que en Équateur occidental, c'est à la fois une population qui dépend de l'agriculture, mais aussi de tout plein d'activités vivrières telles que la pêche, la chasse et d'autres cueillettes qui se mènent dans les bois, les sous-bois. Or, ces sous-bois, comme le long des rivières, vont être occupés par un bétail qui va être là gardé de manière militarisée, c'est-à-dire que le mouvement d'armée de libération n'a pas seulement facilité l'arrivée de ce bétail en créant des escortes militaires, mais aussi va dispenser les hommes de contribuer à l'effort de guerre en étant mobilisés sur ces campements de bétail de manière continue. Donc là, on a de nouveaux conflits fonciers qui vont émerger en opposant une population qui n'est pas seulement une population d'éleveurs, mais une population d'éleveurs appuyée et soutenue par des officiers, des commandants de l'armée de libération, face à une population locale agricole qui n'est pas du tout prise dans les mêmes réseaux vis-à-vis du mouvement et l'armée de libération. En fait, à partir des années 90, on a une intensification donc des conflits fonciers qui vont au départ être du coup relégués aux autorités traditionnelles et administratives locales qui gardaient la main jusqu'à présent sur l'ensemble du système judiciaire et aussi qui étaient vraiment les autorités en charge de réguler l'ensemble des conflits qui allaient survenir dans la population, que ce soit avec les populations déplacées ou les populations locales habitantes. À partir de fin des années 90, on voit que cette intensification-là est aussi liée au fait que toutes les décisions qui avaient été prises par ces autorités-là ne sont pas appliquées, mais de manière systématique. Dès qu'il y a une demande de départ des éleveurs de ces zones de pâturage, ou une demande d'accès, ou une demande de retrait de tel bétail, de telle zone, etc., elles ne sont pas appliquées, et plus qu'elles ne sont pas appliquées, on voit qu'à côté de ça, les autorités donc, militaires du mouvement, donc les autorités politiques finalement, qui étaient en charge de l'administration, n'en font fi, c'est-à-dire qu'à la fois, elles n'aident pas, elles n'appuient pas les autorités locales et traditionnelles pour pouvoir mettre à exécution leurs décisions. Et en même temps, on a toujours un soutien à la fois, pas que politique, mais aussi militaire et matériel à ces éleveurs pour qu'ils se maintiennent sur ces territoires-là et aussi qu'ils continuent à organiser leur migration. Donc à partir de là, ça va créer notamment des tensions parce que non seulement cette armée de libération va soutenir une partie des éleveurs, mais on voit bien que les autorités locales sont en fait coincées dans un système où elles n'ont pas du tout la possibilité d'avoir d'autres instruments pour pouvoir mettre en place leurs décisions. Et notamment, on voit bien qu'il y a une différence qui s'inscrit très bien avec à la fois des éleveurs qui eux sont des éleveurs déplacés qui font partie de cette économie politique mise en place par l'armée de libération et le mouvement de libération, et les autres éleveurs qui avaient été là aussi avant la guerre et qui continuent à venir dans des migrations saisonnières pendant la guerre, qui eux, ne bénéficiant pas du soutien de l'armée de libération et ni à la fois d'un point de vue militaire, donc matériel et politique, sont soumis aux régulations locales. Et donc on voit bien que là, ce n'est pas tant un problème de bétail, ce n'est pas tant un problème de rivalité ethnique, de population allochtone qui arrive avec du bétail sur des territoires qui ne leur appartiennent pas, mais c'est bien une économie politique qui se met en place au détriment d'une économie locale et des populations qui ne peuvent plus mener leurs activités vivrières.